c'est pas innocent, c'est pas rien. Ça veut dire aussi que la technique, même s'il existe beaucoup d'éléments et qu'elle doit être maîtrisée, n'est pas l'élément principal dans la défense. Que ce soit la défense sur porteur ou que ce soit la défense sur non-porteur, d'ailleurs. Pour pouvoir développer la défense, les qualités qui vont être recherchées chez les joueurs sont bien sûr des qualités mentales, puisque 80% d'envie, des qualités cognitives, être capable de comprendre et de réagir à ce qui se passe, des qualités stratégiques définies par l'entraîneur, quelques qualités techniques et des qualités physiques. Donc, quand on dispose de toutes ces qualités techniques, effectivement, on devrait pouvoir obtenir des joueurs performants, voire très performants en défense. Maintenant, des joueurs qui ont toutes ces qualités, forcément, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut essayer de les développer et de les améliorer pour tendre vers des défenseurs performants. Des qualités mentales. Pourquoi des qualités mentales? Tout simplement parce que on en a besoin dans l'idée, je ne sais pas comment l'expliquer, défendre, enfin pour moi défendre, c'est déjà commencer à attaquer. Donc c'est pas être passif, c'est pas subir l'attaquant pour essayer de, mais c'est pour éviter qu'il marque le panier, mais c'est défendre, pour moi c'est déjà essayer de reconquérir la balle pour pouvoir attaquer encore plus fort. Pour préparer l'attaque, si tu veux. Très bien, c'est bien. Donc ça veut dire que pour pouvoir défendre et aller dans cet objectif-là, bien sûr il va falloir de la volonté, il va falloir de l'enthousiasme. Cet enthousiasme, il va forcément être communiqué par l'entraîneur, parce que si l'entraîneur est apathique alors que vos joueurs soient enthousiastes, ça ne va pas aller, il va falloir partager l'enthousiasme avec eux. De l'agressivité, pareil, peut-être que l'entraîneur va devoir avoir de l'agressivité envers ses joueurs sur les séquences de travail, non pas parce qu'il estime que c'est des moins que rien, mais tout simplement qu'en les agressant, espérer qu'eux vont agresser l'adversaire sur le terrain, dans le bon sens du terme, pas le boxant. C'est bon? 10%? 10% de perte? Voilà, bien évidemment quand on défend, si on a besoin de tout ça, il faut avoir de la concentration, parce que très rapidement on risque d'être battu. Et il faut que nos joueurs soient donc capables d'agir et de réagir rapidement à ce que les attaquants proposent. Des qualités cognitives, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est la capacité à acquérir des connaissances, à lire ce que fait l'attaque, le porteur, le non-porteur, les déplacements des différents joueurs, pour ensuite s'approprier cette lecture et amener les bonnes réponses. La stratégie, même si ce n'est pas tout à fait le but de mon exposé, vous savez tous qu'on peut défendre en homme à homme ou fille à fille, qu'on peut défendre en zone, qu'on peut défendre tout terrain, qu'on peut défendre replié, qu'on peut avoir des défenses mixées entre de la zone et de l'homme à homme ou fille à fille. Tout ça, c'est la stratégie. J'en profite entre parenthèses pour rappeler le règlement d'un point de vue défensif. En mini-basket, donc poussin et en dessous, il est fortement déconseillé d'utiliser la défense de zone et il est préconisé une défense fille à fille, homme à homme. Je n'aime pas utiliser le mot individuel, c'est pour ça que je cherche mon mot à chaque fois, parce que pour moi une défense ce n'est jamais individuel, c'est toujours à 5. Donc c'est homme à homme, fille à fille qui est préconisé avec un minimum
de flottement et d'aide. À partir de Benjamine, au niveau départemental, c'est la même préconisation avec un peu plus de tolérance au niveau de l'aide. Au niveau régional, donc en U13, il est formellement interdit de défendre en zone, quelle qu'elle soit. D'accord? Les aides possibles, mais à la condition qu'elles ne soient pas excessives. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu retrouves, on va dire, les 10 pieds, puisque tu as 5 joueurs, les 10 pieds des défenseurs dans la zone réservée, on estime que c'est une aide excessive. Voilà. Après, même si, on va dire, je te réponds après, d'accord? Même si, sur une défense Figafilioma, tu as le droit de choisir d'aider côté balle ou à l'opposé du ballon, l'aide tu la fais venir du côté que tu veux, il est préconisé de la faire venir plutôt de l'opposé, du côté opposé. Et que les joueurs qui sont sur des non-porteurs côté balle ferment les lignes de passe. Ça, c'est la doctrine fédérale. Ouais, mais si c'est pas qu'il faut une espèce de défense de zone ou... C'est la doctrine fédérale. Ouais, mais ça fait quoi en match si ça se fait? Puisque c'est interdit. En Benjamin, ouais, il faut poser une réserve qui se dit réserve de non-respect de la charte U13 signée en début de saison. Puisque tous les entraîneurs de U13 masculin-féminin ont signé une charte, et tant que cette charte n'a pas été signée, la Ligue n'a pas validé l'inscription de l'équipe. La Ligue n'a pas validé l'inscription de l'équipe. Donc ça veut dire que tous les entraîneurs, toutes les équipes de Ligue U13, tous les entraîneurs sont au courant et ont signé cette charte. D'accord? De la même façon, dans cette charte, on déborde, hein, mais c'est pas grave, il est interdit de poser des écrans en U13. Ligue. En Ligue, hein. Ligue, U13, Ligue. Au niveau départemental, c'est fortement déconseillé, parce que ça ne va pas dans le sens de la formation. Voilà. Pour les trappes, bah, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Après, ben voilà quoi, quand tu utilises une run and jump, ben, tu es à la limite. Tu es à la limite, hein, tu es borderline, c'est clair. Après, on a pour habitude, hein, et je l'ai fait pendant de longues années, dire de mettre des trappes en U13, c'est pas tellement développer la formation de nos joueurs en défense, mais c'est plutôt exploiter l'incapacité de l'attaquant à faire une passe correcte face à une trappe. Donc en termes de formation, on estime que ce n'est pas très formateur. Voilà. Après, tu as le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Et voilà l'avis. Mon avis ou pas, ça on s'en fout, mais c'est l'avis officiel. Voilà. Donc je reprends le fil de ma conversation. Donc stratégique, l'idée des stratégies, bien évidemment, même si elles sont définies à l'avance, il y a toujours une part de cognitivité dans ces stratégies, puisque chaque déplacement de défenseur va être engendré par le déplacement du ballon, par le déplacement de l'attaquant, qu'il soit porteur ou non porteur de la balle. Et bien évidemment, je vous ai parlé de qualité technique. Je ne parlerai pas des physiques parce que c'est très court. Les physiques, là, tout le monde sait. Pour pouvoir défendre fort, il vaut mieux avoir des cuisses en bon état et une capacité d'explosivité. Donc c'est à peu près tout sur les capacités physiques. Par contre, les capacités techniques, elles vont varier déjà en fonction de deux situations bien précises, qui sont, voilà, je défends sur un porteur de balle ou sur un non-porteur de balle. Je vais vous laisser 2 minutes, pas plus chacun, pour que vous listiez les éléments techniques, le comment on fait de ce qu'on appelle la position légale de défense sur un porteur de balle. Voilà, je vous laisse prendre un petit peu de papier, prendre 2-3 notes, réfléchir. Qu'est-ce que la position légale de défense? Alors le terme n'est pas utilisé par les entraîneurs. On parle de position de défense. Par contre, c'est le terme utilisé par les arbitres. Mais c'est la même chose. Vous m'avez parlé de cadrer les appuis.
ça, ce n'est pas dans la position légale de défense. Il y a Respecter le effectivement, cylindre. on parle effectivement des appuis, mais cadrer les appuis, ça veut dire qu'on est en train de se positionner par rapport à l'attaquant. C'est juste vous seul. Ah, le cylindre. Flexion. Respecter le cylindre. Pied, largeur et Là voilà, le fameux cylindre, j'ai entendu. Cylindre défensif, c'est-à-dire les appuis écartés, ce qui va permettre effectivement de cadrer son défenseur par la suite. Largeur de cet écartement. Voilà, largeur des épaules. Sachant que ça, c'est le règlement. Vous êtes des entraîneurs et vous savez comme moi que si vous défendez avec des appuis qui sont à la largeur de l'épaule, vous ne défendez pas. Vous ne défendez pas. C'est déjà le premier problème avec nos amis les arbitres. Pour pouvoir défendre et être dans une attitude défensive, dissuasive, de contestation, il faut avoir les appuis écartés de 2 fois la largeur des épaules. Oh. Pas... Mais t'es pas bodybuilder, t'es basketteur. Voilà, non mais c'est, je veux dire, sur un contre un porteur, je suis face à mon vis-à-vis, si je suis largeur des épaules, je suis désolé, j'ai perdu. Je ne pourrais pas réagir, je ne peux pas être sur la pointe des pieds comme ça, parce que je tombe en avant. C'est impossible. Pour pouvoir être en défense, j'ai les appuis, ils sont bien écartés de 2 fois la largeur de mes épaules. Ça, là, je suis dans une position de défense. Là, je ne suis pas dans une position de défense, je suis dans une position de touriste. Donc ça, c'est la première chose. Donc le fameux cylindre, sachant que le fameux cylindre chez les arbitres, c'est bras cassé. Hein. Le cylindre, le cylindre des arbitres là, c'est je mets mes mains comme ceci, et le cylindre il passe là et là. Donc là, je suis bon. Plus large que les épaules. Donc les appuis, tout à l'heure, vous m'en avez parlé. Les pieds. Sur les pointes de pied. On s'en fout, il n'y a pas d'attaquant. Donc ils sont parallèles. Ils peuvent être parallèles, mais pas regarder devant. Oui, mais les appuis sont parallèles. Oui, merci. Poids du corps, légèrement sur l'avant. Puisque vous l'avez dit, hein, on est sur les pointes plutôt. Donc le poids du corps, il faut qu'il soit légèrement basculé sur l'avant. On descend son centre de gravité. Effectivement, tiens, je vais le rajouter. Verticalité. Alors, verticalité, je t'écoute. Le cylindre, pour certains arbitres, le cylindre s'arrête au niveau de la tête, alors qu'il fait un peu jusqu'au plafond. Ouais. Il peut défendre en levant les bras et siège jusqu'au plafond. Ils sont pas. D'accord, dans ce sens-là. Je ne pensais pas à ça, mais effectivement. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Je confirme. Certains arbitres qui lèvent les bras, il y a faute. Je confirme, tu as raison. Oh non. Arfoni, le veine, il est baissé, tu veux. Dans la verticalité, je pensais plutôt. Allez, dans la verticalité, je pensais plutôt au buste du défenseur. Ah oui, Il faut qu'il soit droit, il faut pas être couché vers l'avant. Voilà, alors, il faut être droit. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse défendre correctement en étant droit. Par contre, je suis persuadé qu'en étant complètement penché en avant, on n'y arrivera pas non plus. Donc il faut être le plus proche possible de la verticalité en termes de buste, mais, et là j'insiste sur le mais, il faut que le joueur en question se sente bien dans la position qu'il adopte pour pouvoir défendre dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est pas droit comme un I, ça peut être légèrement penché en avant, c'est pas un souci. Les bras écartés. Bras écartés. C'était, ouais, on va décoller du corps, j'ai marqué. Les épaules tirées vers l'arrière. Si je défends comme ça, ou si je défends comme ça, pourquoi les épaules écartées vers l'arrière? Défendre, c'est occuper un maximum de place pour dissuader l'adversaire. La tête haute, je l'avais noté. Paume de main. Voilà, vers l'avant. Éventuellement. Pour chasser la balle, moi j'avais un coach qui me disait
Ouais. Si on chassait le ballon, bah, c'est plus facile. Pas la bonne raison. Ceux qui mettent les mains comme ça, c'est pour éviter les fautes surtout. C'est pour toi, Parce que quand tu as les mains comme ça, tu as la main qui revient sur le défenseur, alors que quand tu as la main comme ça, tu as la main qui s'écarte du défenseur. Tu vas faire beaucoup de fautes, toi. Ouais, voilà. Les mains éventuellement placées vers le haut, quand on veut chasser la balle. De la même façon, le joueur tient la balle devant vous, vous les chassez. Il est plus prudent en termes de faute de faire ce geste que de faire celui-ci. Même si vous ne touchez pas plus l'adversaire dans un cas que dans l'autre. Dans ce sens-là, en règle générale, l'arbitre ne va pas siffler, alors que dans celui-ci, il risque de siffler quasiment à chaque fois. Hop. Les déplacements défensifs, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que vous connaissez? Le pas chassé. Qu'est-ce que le pas chassé? Est-ce que tu peux le définir? Avec des mots, ou le démontrer hein, si ça t'arrange. Tu peux montrer un pas chassé? Pas chasser les pieds. Tu te mets là, comme ça on verra bien. Pour moi, le pas chassé, c'est ça. On écarte, on joint, on écarte. Ouais. Effectivement, ça c'est du pas chassé. Voilà. Enfin, c'est même pas du vrai pas chassé. Parce que le pas chassé. ne se touche pas. Non, le pas chassé, c'est un pied chasse l'autre. Le pas chassé, c'est un pied chasse l'autre. Voilà. Ça, c'est du pas chassé. Mais en fait, on peut écarter. Donc, c'est pas ce que tu me montres. C'est pas du pas chassé. Déplacement latéral. Donc, le pas chassé, c'est un pied chasse l'autre. Ça veut dire qu'on ne défend surtout pas en pas chassé. On ne défend surtout pas en pas chassé. Mais ça, c'est que les termes. Hein. C'est que les termes. Donc, on défend comment? Si on défend pas en pas chassé, ça s'appelle comment? Les pas, je crois que j'ai entendu. Glissés. On appelle ça des pas glissés. Une autre façon de se déplacer lorsque l'attaquant va aller vite, les pas croisés. Éventuellement le sprint. Tu as tout à fait raison. Marche arrière, mais pas de conseiller. Oui, ben, ça va être du pas chalet glissé ou du pas croisé. Tout dépend de la vitesse. Le pas glissé, par définition, dans 90% du temps, c'est en arrière. Comme le pas croisé. Tu défends rarement en marche avant. Sinon, tu vas prendre des courants d'air. Maintenant que tu y penses. Vous défendez sur un porteur de balle qui est à l'arrêt, qui n'a pas encore dribblé, il part en dribble. Quel mode de déplacement? Latéral. On découpe. Sursaut arrière. Sursaut arrière. Vous aviez choisi de défendre sur ce joueur en l'orientant, et ce joueur part en dribble en attaquant votre pied avant. En gros, tu l'orientes Là. Ici. Tu as le joueur qui est là. Et toi, tu as choisi de défendre comme ça. Et il part en dribble ici. big step. Pardon? Ah, je suis désolé, moi je parle que français. Un grand pas pour l'empêcher de. Ah, je pense que l'arbitre va siffler ce frère. Je dis pas que t'as pas le droit, mais. Il est déjà parti. Il part en dribble là. Ouais, il va partir. Comment je me déplace là? Sur son départ en dribble. En fait, ce qu'il veut dire, c'est sauter sur la trajectoire du. Pivoter. C'est pivoter. C'est un pivoter d'abord. Pour se retrouver dans cette situation, voire un peu plus, c'est pivoter. Pivoter plus sursauter s'il y a besoin, avant d'enchaîner sur des pas glissés en règle générale. Sur un pas croisé éventuellement. Tu appelles ça big step? Non, c'est pour. Non, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de. Mais les termes anglophones, je suis pas friand. Mais c'est vrai que j'ai jamais entendu ce terme. Quand il dit en fait, c'est quand le joueur est face à
face et qu'il a décidé de partir à un endroit. Là, Mais bien en cadrage alors. ouais, en cadrage. En cadrage. Là, on est en orientation. D'accord. Le sursaut. C'est le sursaut. Ouais, ça fait plus classe. Je conçois. Je conçois. Dans le basket mondial. Donc les sursauts, les appuis croisés, le sprint. Et je vais faire plaisir à M. Nartz. Le repli défensif. Qui peut être de la course arrière, qui peut être de la course avant, peut-être orienté. Courir en regardant derrière. Dans la défense sur porteur de balle, quelle doit être, selon vous, la priorité pour le défenseur? Interdire l'axe. Vous trouverez 90% des ouvrages, des articles que vous trouverez sur le net, qui vous dit toujours 1. J'interdis l'axe. Alors bien sûr, tout le monde sait que si tous les défenseurs étaient capables d'interdire l'axe, ça serait magnifique. Et ça, c'était avant. Oh, c'était jamais. Ouais. Donc, but numéro 1, interdire l'axe. Alors, le non-porteur. La défense sur le non-porteur. Première chose. Ça dépend. Si on est à deux passes, une passe. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais j'allais le dire peut-être un peu plus précisément. Ça va dépendre de où se situe mon joueur par rapport au ballon. D'accord? On a pour habitude de déterminer deux côtés sur le demi-terrain de basket. J'en mets que 4 parce que le reste, allez, 5 pour le feu. 5 pour le feu. Ballon sur ce joueur-là. On a pour habitude d'essayer de se baser par rapport à l'axe panier-panier. Le côté où le ballon se trouve, on appelle ça le côté fort ou le côté balle. Et l'autre côté, alors on l'appelle le côté opposé tout simplement. Éventuellement, mais c'est très rare, on pourrait trouver le terme de côté faible. C'est ce que j'ai noté. Ou alors, plus communément aussi appelé le côté aide. Sur les manuels écrits par des gens qui viennent de la DTBN, vous verrez le terme côté aide, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment par rapport au 13, on essaye toujours de faire venir l'aide depuis l'opposé du ballon. La défense se placerait comme ça. Donc, les joueurs qui sont côté fort, côté balle, coupent les lignes de passe, alors que ceux qui sont à l'opposé du ballon sont plutôt dans les notions d'aide, à savoir que si lui, par exemple, partait, c'est lui qui viendrait aider, soit par choix, il vient systématiquement aider, soit par choix, il ne vient aider que lorsque celui-ci s'est fait déborder. Tout est possible. Après, c'est des stratégies que vous mettez en place avec votre équipe, avec votre philosophie personnelle. Il n'y a pas de règle immuable. De la même façon que le côté fort, côté aide, peut varier. Comment il s'appelle? Philippe Hervé ne déterminait pas le côté fort et le côté faible de la même façon. Il déterminait le côté fort, le côté aide, par rapport à l'intention de jeu de ce joueur. C'est-à-dire que celui qui avait la balle, s'il était orienté et bien partir ici, il prenait son axe comme ça et il disait que ces deux joueurs étaient non plus côté fort mais côté aide et que ceux-ci étaient côté fort, côté balle. Parce que ce joueur allait jouer de ce côté-là. Donc
Donc il déterminait ces deux côtés par rapport à l'intention du porteur de balle. Ce qui faisait que là et oh, Mister, là, je suis là, tout ce qui est dans mon dos, dans le dos de ce joueur-là, c'est côté aide, tout ce qui est face à lui, c'est côté fort, je bascule, et à ce moment-là, forcément, le côté basculait. Ça, c'était la doctrine de Philippe Hervé quand il était sur la région. Je ne sais même pas s'il travaille toujours de la même façon actuellement. En tout cas, quand il était à Villeurbanne, c'était sa façon de voir les choses. Donc nous, on partira sur l'axe panier-panier, c'est beaucoup plus simple à voir. Maintenant, j'attends la question, bien évidemment. L'autre, il est sur l'axe panier-panier avec le ballon. Eh ben, vous le virez. On va vous le casser le dessus. Là. Donc cette notion, elle est quand même très importante et elle occupe un maximum de place dans la défense sur porteur. On peut distinguer aussi une deuxième caractéristique à cette défense côté fort, côté balle. Je vais la dessiner comme ça. C'est de déterminer encore un positionnement supplémentaire par rapport à la ligne des lancers francs, notamment sur les joueurs qui sont côté aide. Lorsque mon joueur est positionné au-dessus des lancers francs, on considère que le demi-cercle fait partie de la zone réservée, c'est pour ça que j'ai dessiné. On met un seul pied dans la zone réservée. Alors que quand mon attaquant est en dessous de la ligne des lancers francs, j'ai le droit de mettre les deux pieds dans la zone réservée. Donc s'il redivise le terrain, non pas en deux, mais en quatre, en trois. Parce que là, ça ne change pas. Ce dessin, vous ne le trouverez pas dans le document que j'ai produit. Alors ensuite, dans la deuxième principe, une fois qu'on a déterminé côté aide et côté fort, c'est l'orientation que l'on doit prendre sur les joueurs lorsqu'on est en défense côté aide. Plusieurs possibilités. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous connaissez comme défense? Fermé au ballon. Est-ce que tu peux décrire? En fait, ton joueur. Par rapport au porteur de balle, pardon, si on prend l'exemple de l'ailier là. Je vais mettre des numéros? Ouais. Je descends automatique. Au 3? Non, au 2, juste au 2. Au 2? En fait, le défenseur du 2, il est orienté face à son joueur. C'est-à-dire qu'il va être ouvert à son joueur. Voilà, comme ça. Ouais. Donc là, on voit le fermer au ballon. Il est fermé au ballon, d'accord? Ouais. Son joueur et le ballon en même temps. D'accord. Donc avec des mots, si je dis simplement les épaules orientées à son adversaire direct, ça te convient? Fermé au ballon. Je défends sur le joueur avec mes épaules orientées face à mon adversaire direct. Autre possibilité. Ouvert. Donc ce que j'avais décidé en fait initialement. La passe. Ouvert. Ça s'appelle comment? Il y a un autre terme aussi. Hein. Il y a un autre terme. À plat. À plat. À plat. À plat. À plat ou passif? Et passif aussi. À plat. Pareil, hein, je vous fais part de mon expérience, il y a 20 ans en arrière, tout le monde défendait fermé, que ce soit côté balle, côté fort, côté faible, côté aile, machin, tout le monde était fermé. La tendance actuelle est plutôt une défense ouverte où ce
semi-ouverte. Donc entre ça et ça, eh ben, vous avez ça, tout simplement. D'accord, une défense semi-ouverte. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai été très longtemps sur la défense fermée. Je travaille depuis quelques années sur de la défense ouverte. Ce n'est pas les mêmes qualités physiques dans les deux cas. Pour moi, je trouve que la défense fermée demande un peu moins de physique et un peu plus de technique. La défense ouverte demande un peu moins de technique, mais par contre d'avoir des bonnes cuisses. Après, bon, c'est mon sentiment. Je pense que chez les mecs, la défense fermée ou semi-ouverte est plus facile à réaliser. Chez les filles, la défense ouverte est plus facile à réaliser. C'est que mon avis, et vous trouverez des entraîneurs, y compris de pros, qui vous démontreront le contraire et qui vous démontreront par la preuve sur le terrain. C'est ce que j'ai vécu moi. Défense ouverte avec des 15, des 17, qui en avaient jamais vu avant, parce que c'est relativement récent la défense ouverte. C'est très compliqué, très compliqué. Moi je l'ai fait avec des cadets France quand c'est arrivé sur le, on va dire sur le marché. Et d'abord eux ne comprenaient rien. Et quand ils se positionnaient d'une manière ouverte ou à plat, c'était Allah, on va mettre marqué. Voilà, mais bon, ça c'est l'expérience. Maintenant, c'est vrai que la défense ouverte est beaucoup plus répandue qu'avant. Les joueurs, dès le plus jeune âge, certains sont formatés dans ce type de défense. Donc forcément, les réactions sont bien plus performantes que ce que moi j'ai pu vivre quand elle est arrivée avec des joueurs qui étaient déjà formatés, mais avec un autre type de défense. Maintenant, si on parle formation, je pense qu'il est super intéressant de permettre, dès le plus jeune âge, d'avoir ces deux types de défense. Et de toute façon, chez des poussins, des mini-poussins, en apprentissage, on va plutôt être sur de la défense fermée, parce que le but numéro 1 chez les plus jeunes, c'est de repérer son adversaire et de se le prendre en charge. Après, quand on monte, ben voilà. Après, c'est toujours pareil. Ça, c'est un choix d'entraîneur. C'est votre philosophie. Tu me coupes, hein, Stéphane, s'il y a des trucs à rajouter. Ok. Ah. Alors, bien évidemment, vous l'avez compris, donc je crois que vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a le côté fort, le côté aide, mais il y a aussi la distance par rapport au ballon. Plus mon adversaire est loin du ballon, plus je peux m'en écarter. Côté aide, d'accord? Pareil, plus mon adversaire est loin du ballon côté fort, et plus je peux me permettre d'être sur la ligne de passe un peu plus haut, côté balle. Côté aide, un repère pour se positionner. Un repère pour se positionner côté aide. Alors, un repère, oui, plusieurs repères. Pas forcément. Regarde le défenseur numéro 2. Il n'est pas sur l'axe panier-panier. Parce qu'il est mal placé. Ouais, mais un repère, en fait, je voudrais que vous me donniez plutôt un repère qui va fonctionner, allez, on va dire quasiment tout le temps. Je ne vais pas dire tout le temps parce qu'on va trouver des exceptions, mais quasiment tout le temps. Des repères qui vont fonctionner tout le temps. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers du ballon, 1 tiers du joueur. Ça va être un premier repère. Voir systématiquement les deux. Voir systématiquement les deux. Ça, c'est un moyen mnémotechnique plutôt. Mais oui, moi je l'adapte avec les petits, bien sûr. Mais en enseignant, tu ne vas pas leur faire pointer du doigt, ça ne va pas le faire.
Ouais, ils le font, ouais, parce que t'es comme ça, et c'est d'accord. Mais des choses qui vont permettre, donc 2 tiers, 1 tiers, voir les deux, le panier. Le panier. Et ouais, tout con, parce que vous pensez, vous en tant que joueur, mais si vous vous trouvez avec des gens qui n'ont jamais joué au basket, qu'ils soient mini poussin, cadet ou senior, avoir le panier dans le dos, c'est pas forcément super logique, quoi. Ils vont d'abord se positionner pour être face à leur adversaire avant d'imaginer qu'il faut aussi prendre en compte le cercle. Et même des fois, Antoine nous disait avec les U17 championnats de France, ouais, même à ce niveau-là, avec les filles qui savent jouer au ballon, des fois ils arrivent à se passer à l'envers, avec le panier en face d'elles. Je vous rassure, ils sont capables de le faire. Et de passer en Mais parce qu'elles sont fermées au ballon. à l'envers. Pas. Hey. Parce que tu font pas gaffe. C'est des choses qui arrivent, bien sûr. T'as jamais fait gaffe. Tu viens pas souvent me voir. Non, ça, j'ai pas vu. Et ouais, ça arrive au moins 1 à 2 fois par match. Pas toujours les mêmes, mais ouais, au moins 1 à 2 fois par match. Chez les filles, ouais. Elle varie. Ouais, se mettent à l'envers. Elles se positionnent à l'envers. Ce que j'appelle se positionner à l'envers. Et bien sûr, le dernier repère qui va avec le 2 tiers, 1 tiers, en règle générale, perdu, c'est un triangle. On essaye toujours de former un triangle entre son adversaire direct, le porteur de balle et soi-même. Il y a toujours un triangle. Et après, dans votre travail d'entraîneur, dans le travail technique, ce que vous allez devoir développer en défense pour être le plus performant possible, c'est pas tant le placement, mais ça va être la vision périphérique pour essayer d'aplatir le plus possible ce triangle et qu'il se rapproche d'une ligne. Voilà. En termes de vision périphérique, la défense à plat facilite la vision périphérique. La défense fermée demande beaucoup plus d'aptitude, et quand on défend fermé, il ne faut pas bouger la tête sans arrêt. Il faut arriver à fixer un point, je dirais, entre son adversaire et le porteur de balle, pour avoir la tête assez fixe et non pas tourner, parce que quand on tourne, il y a systématiquement un des deux qui sort du champ de vision. Oui, Par contre, moi, je veux bien une explication sur le 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. Alors, je te supprime ce qui ne sert à rien. Pour que ce soit plus clair. Il a tout enlevé. Il a tout viré. Non, je fais de la place. D'accord? Je prends ce joueur-là. Les côtés L, pas côté force. Ça représente 1 tiers. Et ça représente 2 tiers. Le fameux triangle. Donc, une situation pour travailler sur la défense sur porteur de balle qui va s'enchaîner à contrôle tous les deux. Donc, tu vas lui faire la passe.
bloquée, et si elle est disponible pour réagir sur son avatar. Okay. Ils jouent leur avatar. Le avatar s'arrête à l'issue du premier tir. À l'issue du premier tir, d'accord? Parce qu'on est nombreux. Par contre, si vous avez utilisé tout le terrain, vous pouvez faire ça jusqu'à ce que le risque remarqué ou que le défenseur qui est plus là. Le vainqueur, c'est la situation de palier. Le vainqueur, il repositionne la tête. On va travailler la défense. Par contre, si vous avez gagné la balle en défense ou sur le rebond, c'est pas une vainqueur, c'est une le perdant de ce duel change et va accueillir la place du milieu. D'accord? Et le duel est fini, je lance le tir. Le vainqueur prend la position de la tête au suivant. Le perdant, il va à la place de la barre. Idem, quand les duels sont terminés, c'est eux qui ont les marques. Et ainsi de suite. Alors, forcément, on est assez court, nombreux. Et si vous faites avec des joueurs, cette situation, c'est pas dans cette formulation-là, vous utilisez l'autre, vous pouvez pas plus loin utiliser les latéraux, il faut multiplier le plus possible. Allez, go, on va voir. Sur mon axe, on joue au basket. Vous arrivez trop en vous posant sur cet appui avant et en étant déséquilibré par l'avant, ce qui fait que vous prenez l'allègement du mouvement dans votre pied quasiment à chaque fois. Il faut vraiment arriver en multipliant les appuis en étant prêt. On est quasiment dans une situation typique là, où on ferme suffisamment haut, on appuie avant à la hauteur de son appui le plus haut pour fermer le départ de l'axe, mais je suis les talons décollés, et là je suis déjà actif sur mes appuis, prêt à réagir par là-bas, ou alors vous pouvez le mettre dans le tableau, si par ce côté, pivoter, pour ensuite reprendre un défaut. Ok. On refait un tour, on va passer à chaque conférence, en essayant de contrôler son poids de corps, pour ne pas se faire prendre sur le coup de son pied. Allez, go.
n'est pas net, et cette base est super important, mais, et toujours un joueur qui n'est pas dans la position de la balle, donc on est sur la ligne de passe. Un petit peu plus haut. Voilà. Le repère de ce joueur, c'est la ligne des 3 points. On a pour habitude de toujours faire en sorte d'avoir au moins un des deux pieds, on va dire en contact avec cette ligne des 3 points. Voilà. C'est un repère qui existe sur tous les terrains, qui est facile à voir. Voilà, appuyer sur la ligne des 3 points, ça va impeccable. Quand la balle va descendre, Romain va devoir changer de position sur la aile pour, vas-y, fais la passe, s'il te plaît. Voilà. Il va devoir changer de position pour venir défendre de l'autre côté en 3 quarts. Bien encadrer ses appuis, voilà. On prend le risque, puisque de toute façon, là-bas, il y a 2 joueurs encore supplémentaires, donc un qui va être dans le. Et ce qui va nous intéresser, c'est comment Romain peut se déplacer sur ce joueur. Donc, première possibilité, c'est ce qu'il vient de faire. Est-ce qu'il refile la balle Mickaël. Donc, Mickaël, vas-y. Première possibilité. Maintenant, je vais te demander de faire la même chose. Deuxième possibilité, mais toujours en conservant la position 3 quarts devant, la position 3 quarts devant, c'est ce qu'on va faire, mais en utilisant que 3 appuis par rapport à ce joueur. Et en croisant tes appuis. Ah, bien. Pas mal. Sauf que c'est pas là. C'est pas là. On ne croise pas les appuis derrière, c'est pas bon. Voilà. C'est croiser devant. Quand on parle de croiser les appuis, c'est la deuxième possibilité. Par contre, là, on reste devant. Je n'ai pas comment l'affecteur, c'est pas se déplacer c'est se déplacer pour 3 appuis. Et avec une explication, c'est revenir sur la file d'avant. C'est un peu. Voilà. Là, c'est 10 ans qu'on appelle le tourniquet. J'ai le droit de toucher pour revenir sur le reste. Ok. La troisième possibilité, ce n'est pas la défense 3 quarts devant, c'est la défense devant. La défense devant. Quand tu as mal à l'eau, tu fais comme ça.